Bonsoir, merci d'être venu ce soir à cette soirée autour de l'association des soins palliatifs des Petits Frères des Pauvres, ce collectif qui a organisé la préparation de cette journée, cette soirée, autour du travail ce soir de Jean-Louis Courtina. Nous allons continuer à discuter et à commenter avec vous l'accompagnement des soins palliatifs des personnes en situation de maladie grave. Je passe tout de suite la parole à Dr Midou, qui est médecin référente des soins palliatifs à l'Agence régionale de santé et qui soutient cette journée. Bonsoir à toutes et à tous. L'Agence soutient cette amélioré dans ce grand pays du Sud-Ouest sur des nourritures terrestres. Et là, ce soir, on va bénéficier de quelques nourritures intellectuelles supplémentaires et on va pouvoir discuter autour de cela. Vous avez peut-être eu tort de me confier le micro parce que je peux parler pendant des heures. Mais soyez sûr que j'ai appris aussi quelque chose de très important à Saint-Denis, c'est à m'asseoir et à me taire, ce que je vais faire tout de suite. Bonsoir. Merci à tous. Donc, je suis un photographe qui fait principalement ce qu'on appelle de la photographie à caractère social, c'est-à-dire, on appelle aussi ça la photographie documentaire ou la photographie humaniste. Je traite des sujets, mes préoccupations sont la maladie, la grande pauvreté, l'exclusion, et chaque sujet que je fais, je les fais sur une très longue période. Ça donne en général lieu à un livre et à une exposition qui circule et qui permet aux gens un petit peu d'appréhender le sujet. Je considère pour ma part que pour moi la photographie c'est un outil que je mets à la disposition d'une cause, et j'allais dire si petite soit-elle. Vous verrez dans certains travaux que la photographie est utilisée avec tout seul ou avec des textes ou alors d'une autre façon que vous allez voir. Moi j'ai été pendant très longtemps dans une agence de photographes du cancer et dont les défenses immunitaires sont fortement diminuées. J'y suis resté pendant 2 années parce que moi, quand je fais des sujets photographiques, j'ai besoin de prendre du temps, déjà de m'intégrer, de vivre avec les gens, et dans un deuxième temps, de faire des photographies. Ce sont des sujets difficiles. Vous verrez tout à l'heure dans le sujet sur les soins palliatifs. C'est pas facile d'être photographe et de faire des photographies dans un service de soins palliatifs ou dans un service de gérontologie. Donc, au tout début, je reste très longtemps sans faire de photographie, je vis avec les gens, et quand je me sens complètement intégré, à ce moment-là, je commence à faire des photographies. Donc, vous verrez des photographies de ce premier livre, puis des photographies d'un second livre que j'ai fait en 1997 pour les Petits Frères des Pauvres, qui s'appelle Vivre encore. Les Petits Frères des Pauvres m'avaient demandé de réaliser des photos dans un service de gériatrie où il y avait très peu de personnel, les conditions de vie étaient très difficiles à la fois pour les malades et pour les soignants. Et le troisième sujet, ça sera un sujet que je poursuis actuellement sur les soins palliatifs où vous verrez des photographies à la fois du service de Jeanne Garnier, l'ancien et le nouveau service, de Louis Mourier et de Villejuif. Voilà. Alors, je ne veux pas faire quelque chose de didactique, je vous passe les photographies, puis vous m'interrompez quand vous voulez. Hein, comme ça, je vais pas... c'est plus facile, dès que vous voulez me poser une question, j'y réponds et j'interromps le diaporama. Donc voilà, ça c'est la couverture. Donc, nous sommes dans le service de pédiatrie, et stérile, donc comme son nom l'indique, les parents, les proches, les soignants, et même moi, on était obligés de s'habiller pour pouvoir communiquer avec l'enfant. Donc là, c'est une maman et son fils qui ensemble
dans la chambre. Dans les couloirs du service, c'est un service qui est très humain et à la fois très décontracté, où les enfants peuvent se balader comme ça dans le service, où il y a à la fois les parents, à la fois les... Enfin, c'est très humain. C'est ça qui m'intéressait, c'est ce côté humain, humain du service. Une mère et sa fille, qui... la fille avait connu un épisode assez douloureux et elle retrouvait pour la première fois sa maman. Ça c'est... Nous avions Inès et Imen tout à l'heure, là nous avons Imen toute seule, dans le couloir. Un parent qui s'occupe de son enfant dans une bulle stérile. Alors le problème, c'est très frustrant, c'est qu'ils sont obligés, ils ne peuvent pas coucher l'enfant, bien évidemment. Ils sont obligés de mettre des manchons en plastique pour pouvoir coucher leur enfant. Alors ce petit garçon s'appelle Denis, et le service, pour son anniversaire, lui avait offert un Walkman. À cette époque, on faisait Walkman, je pense. Et donc, toute la journée, il écoutait son Walkman. Ça, c'était le docteur, le responsable du service, qui s'appelait le docteur Zucker. Et la petite fille n'avait pas l'air bien... Enfin, il était très gentil, mais comme c'était la visite, les enfants ont toujours peur. Le médecin pour les enfants, c'est quelqu'un qui va leur donner encore une médication, encore des piqûres, encore, c'est pour ça qu'elle me regardait comme ça. Là, c'est le câlin. Je l'ai intitulé le câlin parce que l'infirmière, avant de remettre ce petit garçon dans sa chambre, le câlinait. Alors Denis, sa grande passion, c'était le matin de se coiffer tout seul. Donc l'infirmière lui amenait un miroir, lui donnait un peigne et puis il se coiffait. C'est-à-dire que c'était intéressant. Ce qui m'a intéressé, c'est justement cette disponibilité du personnel qui prend le temps de rester avec l'enfant. Ça veut dire que le personnel avait le temps. Pardon? Ça veut dire que le personnel, que l'organisation du service permettait ce temps-là. Mais j'ai oublié de vous dire que c'est un travail que j'ai réalisé en 1995. Donc à cette époque, là je continue, je fais beaucoup de travaux dans le domaine de la santé et les infirmières me disent que maintenant, on n'a plus le temps de rester avec le malade et on n'a plus la possibilité de vivre notre humanité, comme ils disent. Donc là, c'était un exemple, ce service. Alors, ce petit garçon s'appelait Sidani, et j'ai une anecdote parce que je m'en occupais, je venais chaque matin. C'était un enfant qui était seul, il était sans parents, il était venu pour se faire soigner. Et moi, quand j'arrivais, je montais les escaliers, et dès qu'il entendait mes pas, il se relevait comme ça, et puis il m'attendait. Donc je m'en suis occupé pendant 6 mois, et je l'emmenais, on allait se promener au jardin du Luxembourg. L'anniversaire aussi, c'est une petite fille qui était sortie du secteur stérile, donc le personnel et les parents ont voulu fêter ça, ils l'ont habillée, ils lui ont mis une robe toute neuve, une jolie robe plutôt, et ils ont fait un gâteau. Bien évidemment, elle ne pouvait pas manger, mais c'est un prétexte à faire la fête. Secteur stérile. Donc en fait, c'était pas la maladie qui m'intéressait, le cancer, c'était faire des photographies d'enfants, parce qu'il y a des photographes qui ont une autre démarche, qui auraient pu faire des portraits d'enfants
cancéreux. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de montrer qu'il y avait des personnes autour qui faisaient quelque chose pour que ça aille mieux. C'était ça. Quand je vous parlais tout à l'heure de la photographie comme un outil mis à la disposition d'une cause, j'ai trouvé important de montrer qu'il y avait un personnel compétent et qui prenait le temps. Maintenant, évidemment, ça serait peut-être beaucoup plus difficile à montrer. Alors là, c'est un deuxième ouvrage qui s'appelle Fait des causes et que j'ai réalisé avec les Petits Frères des Pauvres et la Fondation de France. Les Petits Frères des Pauvres avaient des bénévoles qui allaient dans ce service de gériatrie à l'île Juif et les bénévoles disaient mais c'est quand même très dur parce qu'il y a très peu de personnel, les aides-soignantes ont un travail énorme, donc ça serait bien que quand même tu ailles faire un travail de longue haleine, puisque moi je fais que des travaux de longue haleine, donc j'y suis allé, je suis resté j'ai fait ça sur une période de 2 années, et la particularité de ce livre, c'est qu'à un certain moment, j'ai demandé au personnel soignant, depuis, j'allais dire tout le personnel soignant, depuis la SH au chef de service, de prendre une photographie, celle qu'il voulait, et de la légender. Et là, malheureusement, on ne verra pas les légendes parce que c'était un petit peu difficile de projeter les légendes, mais c'est un livre où il y a des photographies et puis des écrits des soignants qui racontent un petit peu leurs problèmes, la difficulté de leur travail. Donc voilà, qui nettoyait le petit restaurant, et donc on mettait les personnes âgées comme ça en attente de monter dans leur chambre. Voilà les douches. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'une cause que je défendais. Quand le directeur a vu les photographies, il s'est dit mais c'est pas possible il m'a demandé déjà ce que c'était. J'ai dit bah, c'est les douches. Il dit c'est pas possible que ça soit ça. J'ai dit si c'est vraiment les douches. Et alors en voyant ces photos, il a refait les douches. Non, mais cela, je disais, ça justifie ma démarche de photographe social, c'est-à-dire qu'avec la photographie, bon, bah, ils ont pu avoir des douches et une petite victoire, mais pour moi c'est important. Alors c'est un couple un petit peu bizarre. En fait, ils sont ensemble, mais ce n'est pas le mari et ce n'est pas la femme. Ils sont connus en service. Ils ont tous les deux la maladie d'Alzheimer et ils se sont mis ensemble. Et le mari disait tu te rappelles, elle répondait oui je m'en rappelle. Alors voilà, ça c'était aussi un couple, c'était un petit peu les mascottes du service. La kiné qui s'occupe des personnes âgées pour les faire marcher. Une photographie d'une femme atteinte par la maladie d'Alzheimer. Alors là, c'était l'agressivité. C'était une femme qui était, non pas en fin de vie, mais qui ne voulait plus prendre ses médicaments. Elle avait envie d'en finir. Donc vous avez le personnel soignant qui essaye malgré tout qu'elle prenne ses comprimés. Je ne sais pas quel comprimé, elle refuse complètement. Voilà, ça c'était... Dans ce service, il y avait des chambres où il y avait plusieurs lits, un petit peu comme les anciens hospices d'il y a 30 ans. C'est une femme Alzheimer qui se promenait, qui déambulait comme ça toute la journée, qui se posait au gré des fauteuils. Le repas à midi. Aussi malade d'Alzheimer. Alors ce qui était quand même terrible, c'est qu'il n'y avait pratiquement pas de famille qui venait les voir. Et vous verrez tout à l'heure, il y a une photographie que j'aime bien. C'était des personnes qui étaient dans la plus totale solitude. La visite du médecin, de l'interne, pardon. C'est passé l'après-midi, les personnes
âgées qui ne pouvaient pas remonter dans leur chambre, restaient toute la journée assises dans le réfectoire. Une personne qui rentre chez elle. Ça, c'est une... Alors ça, c'est assimilable un peu à une fin de vie, puisque c'était les derniers moments d'une personne âgée, et l'infirmière qui venait la voir tous les jours pour discuter avec elle. Parce que je répète, ces gens étaient tout à fait très seuls. Alors voilà l'anniversaire. C'est une dame qui attendait sa famille est évidemment pas venue, et malgré tout on lui avait fait un gâteau, le personnel lui avait fait un gâteau, elle avait demandé qu'on mette des chaises parce qu'elle attendait sa famille qui n'est jamais venue. Dans les couloirs du service. Ça c'est le repas du personnel soignant. Une personne âgée, alors par chance la fille était venue rendre visite à sa mère avec son fils. Alors, le travail des aides-soignantes, il y avait 2 aides-soignantes, je vous rappelle, il y avait 2 aides-soignantes, il y avait à peu près 50 malades à s'occuper le matin, c'est-à-dire à lever, à faire, à lever, à laver, et après à faire manger. 2 pour 50 ? Ouais, c'était ça, parce que à cette époque, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de personnes étaient arrêtées, étaient en maladie. C'est un travail harassant, enfin vous devez connaître. Hein. En plus, il n'y avait pas de l'aide malade, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient tout le poids de la personne. Hein. C'est en quelle année, oui. Alors ça, c'est à 98. Et ça, c'est la centenaire du service. Il y avait 104 ou 105 ans. Ah, la visite de la famille. Une bénévole des Petits Frères des Pauvres avec une personne âgée. Nous allons maintenant attaquer le dernier sujet qui est axé sur les soins palliatifs. Donc vous aurez à la fois des images, comme je vous l'ai déjà Garnier, de Louis Mourier, mais je ne vais pas vous dire à chaque fois, j'ai mis tout ça sur un même sujet. C'était donc l'ancien Jeanne Garnier. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la Jeanne Garnier. C'est-à-dire que moi, j'avais connu Marie-Sylvie Richard, et Marie-Sylvie Richard, qui était donc la responsable du service, m'avait dit, voilà, j'aimerais bien que tu viennes faire elle avait lu les livres, j'aimerais bien que tu viennes faire un reportage photo. C'était il y a longtemps, c'était à l'époque où il y avait les malades du sida. Et quand j'allais faire des photographies, les gens, quand j'en voyais, me disaient, mais t'es fou, toi, d'aller faire des photos là-bas, tu vas attraper la maladie. Enfin, c'était vraiment à cette époque un rejet total. Hein. Donc l'ancien Jeanne Garnier était évidemment ancien, mais il y avait toute une vie, c'était très, très humain, les gens se baladaient, on pouvait rentrer, enfin c'était très ouvert. Hein. Ça, c'était la petite chapelle. Dans une chambre avec une infirmière. Maintenant, on n'aurait plus les fenêtres ouvertes, et c'était un petit peu la bonne franquette là. Hein. Voilà, c'était l'anniversaire qu'on souhaitait. C'est une infirmière qui vient voir une personne.
Alors là, il y a deux photographies intéressantes parce que c'était ce qu'ils appellent une rémission. Cette femme était rentrée donc, dans ce service de soins palliatifs. Et puis, à un certain moment, elle allait mieux, donc elle est retournée chez elle. Et là, sur cette photographie, elle a convié tout le personnel en disant, voilà, je vais partir, et tout le personnel est venu, ils lui ont fait un petit cadeau, et hop, elle est partie. Là, on la voit partir en ambulance. Je pense qu'elle est restée, elle a dû rester facilement 6 à 7 mois chez elle, avant de revenir. Très présente dans le service, avec un interne et une personne. Pardon, Marie-Sylvie Richard, ouais, elle était médecin, responsable du service, et c'était une sœur, c'était tenu à l'époque par des sœurs, une discussion parce que cet homme en avait marre, il voulait vraiment partir, et puis l'infirmière le raisonnait en lui disant, on va encore un petit peu. Marie-Sylvie Richard, en conversation aussi avec une personne. Donc voilà, c'était, comme je vous disais, c'était à la bonne franquette. Moi, je pouvais passer, je déambulais comme ça, les portes étaient ouvertes. Et là, c'était une aide-soignante qui coupait les cheveux d'une malade. Enfin, il y avait un côté très familial et très sympa, malgré que ce soit. Voilà. Le shampoing. Alors, il prenait, voilà, c'était l'anniversaire de cette dame-là, donc il mettait la table carrément dans le couloir, il y avait un poster, et puis il sabrait le champagne comme ça. On ne verrait plus maintenant dans les soins palliatifs. Enfin, je crois pas. Oui. Alors ça, j'avais assisté à l'extrême onction. Donc il y avait un prêtre qui est venu et il donne à cette personne l'extrême onction. Là, on m'avait demandé, c'était une famille chinoise qui m'avait demandé de faire des photographies de la personne qui est dans le cercueil. Ça m'avait surpris, mais bon. Je l'ai fait. Toujours ce temps donné par le personnel soignant pour les malades. Un jeune, il y avait toute une aile de Jeanne Garnier qui était réservée aux jeunes malades qui étaient atteints de sida, et là c'est le kinésithérapeute essaye de lui faire un petit peu de vélo et marcher dans le couloir. Un bénévole des Petits Frères des Pauvres se préparant à rentrer dans une chambre. Là, nous sommes dans le nouveau Jeanne Garnier. Maintenant, qui est énorme, avec 3 étages. Une bénévole des Petits Frères des Pauvres, je dis ça parce qu'il y a des gens des Petits Frères des Pauvres qui vient visiter une malade. Discussion avec les bénévoles des frères. Ils sont nombreux à Paris, ils sont à peu près une vingtaine à Paris à visiter les malades en soins palliatifs. Les malades du sida étaient en soins palliatifs? Oui. À cette époque, ils étaient en soins palliatifs. Enfin, ils étaient en fin de vie. Sauf que c'était le début et donc les gens avaient très peur, mais ils étaient en soins palliatifs. À cette époque, on ne connaissait pas la mode de transmission? Pardon? On connaissait le mode de transmission.
Oui, on connaissait le mode de transition. La toilette. Alors ça, c'était la manucure qui venait dans le service et qui proposait des soins de beauté aux malades. Un grand chef étoilé qui venait une fois par an et qui proposait aux personnes un repas digne, un grand repas, il y avait tout un... On voit d'ailleurs le chef, l'autre chef qui arrive avec son plateau. C'était des menus vraiment qu'il servait dans les grands restaurants. Lui, c'était, je crois que c'est le chef, c'était roi des rois, je crois. C'est un grand chef étoilé. Là, le nouveau Jeanne Garnier, une bénévole avec une personne. Alors, Jeanne Garnier, ils ont une équipe de bénévoles à demeure. Ils sont très très nombreux. Et donc ils tournent comme ça dans toutes les chambres. Ça leur permet de voir absolument tous les malades. Un bénévole, mais là ce bénévole est le bénévole de Jeanne Garnier. Voilà. Dans ce service, lorsqu'une personne est décédée, on a un hublot et on ferme complètement le hublot. C'est-à-dire que qu'il ne faut pas rentrer et qu'après la famille va venir voir la personne. Mais c'est un peu, je trouvais ça un petit peu froid, c'est un peu glacial comme façon de faire. Donc c'est le box des infirmières, la nuit. L'ambiance est complètement différente la nuit. Deux personnes, le monsieur est malade et sa madame était venue le voir. Ils sont allés dans le parc, un petit parc à côté de la maison Jeanne Garnier. Ah, c'est juste, ça va pas avec des photos. Ça. Donc c'est un infirmier qui discute avec une personne. Une bénévole des Petits Frères des Pauvres. Discussion avec un membre de la famille. Le staff, le kiné, et alors là c'était quand en été, ils sortent les malades dans le parc, qui est un joli parc comme ça, qui leur permet de profiter du soleil et de la lumière. Ça c'est le staff la nuit. Une réunion avec l'équipe du petit matin qui va prendre le service. Ça c'était deux personnes qui attendaient, qui avaient de la famille dans la structure et qui attendaient le petit matin. Une famille qui vient voir le papa. Mais ça, vous la connaissez, cette photo, vous l'avez vue, elle est sur l'affichette. Une bénévole avec un malade qui le sort et qui fait le petit tour du parc. Dans les couloirs. La nuit aussi.
C'est la dernière, j'ai plus rien. Voilà. Je vais vous inviter, si vous souhaitez, à poser des questions à Jean-Louis Continat qui est là, mais aussi à nos invités. Vous avez, je ne vais pas nommer tout à l'heure Claire Chauffeau qui est chef de service d'unité de soins palliatifs. Elle est ravie que de pouvoir répondre après des moments aussi forts et aussi importants. Nous avons Thierry Barnet aussi qui est présent. Nous avons Pierrette Offia qui est avocate aussi qui peut parler des droits des malades. Nous avons aussi bien sûr nous les bénévoles qui sont présents, qui vont témoigner aussi de ce que des réalités que nous accompagnons aussi au quotidien. J'oublie Sylvie Vincent aussi qui est psychologue et qui a un rôle important, ainsi que la Croix qui en tant qu'assistante sociale est confrontée Donc c'est pour ça que je parle toujours de la notion du temps passé avec les gens. Il n'y a aucune photographie volée, je m'en répète, tous les gens, toutes les familles ont été d'accord pour participer à ça. Et donc, il y en a même à qui je redonnais des photos, il y en avait qui me disaient « Moi je veux bien parce que c'est bien ce que vous faites, mais je ne veux pas me voir en photographie. » Par contre, il y en a qui au contraire étaient beaucoup plus demandeurs et donc me demandaient des photographies pratiquement tous les jours. Pour moi, ça va directement à l'essentiel. Mais bon, quelqu'un vous dira le contraire. Hein. C'est-à-dire que dans le noir et blanc, vous êtes tout de suite pris par l'émotion ou non, alors que la couleur peut détourner un petit peu. Voilà. Mais cela dit, je répète, je fais aussi de la couleur. Pour les petits frères des pauvres avec lesquels je collabore beaucoup, ils me demandent des photographies en couleur. Mais si on me demande un travail personnel, je vais le faire en noir et blanc. Je trouve très intéressant la différence entre les trois reportages que vous avez fait. Le premier est très intime, mais il n'est pas intrusif. Vous êtes même, moi j'ai senti que vous étiez invisible. Oui, mais c'est... Vous êtes voilà, vous transmettez quelque chose et je trouve vraiment très, très intéressant cette façon de transmettre un message sans... Le premier travail, vous savez, mon but n'est pas du tout parce que de condamner, mais par exemple, le premier travail sur les enfants, c'était un travail que j'ai fait en voulant dire, voilà, il existe quelque chose qui marche, qui est très bien, où il y a beaucoup d'affectifs pour les enfants, ça marche bien. Donc c'est quelque chose de positif que je montre. Par contre, dans l'autre sujet, je vous ai montré sur les personnes âgées, j'allais dire, c'est non pas une dénonciation, mais c'est de montrer un problème récurrent dans les hôpitaux, dans les services de gériatrie publique, c'est ce manque de personnel, cette difficulté à travailler avec les personnes âgées. Vous voyez, et le dernier travail que je fais sur les soins palliatifs, c'est aussi, je nie un petit peu la mort pour me concentrer uniquement sur les gens qui sont autour, et toujours pareil, ils font quelque chose pour que ça aille moins mal. Parce que on est bénévole. Mais je photographie, j'allais dire, j'ai jamais fait de photographie de personnes, à part quand on me l'a demandé, de personnes qui mouraient, ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas le faire. Puis en plus, quand on est photographe, la première qualité, c'est justement de poser son appareil photo. Donc, vous voyez, c'est des sujets très très différents. On ne fait pas innocemment ce type de photographie. Hein. Ça fait maintenant 30 ans que je n'ai pas dévié du tout. Les soins palliatifs m'ont quand même assez impressionné, je crois, parce que bon, c'est la fin de la vie. Les enfants aussi, ça a été difficile. Donc, mais malgré tout, il y a des moments difficiles, il y a des moments aussi de joie où on se marre, vraiment des moments de bonheur. Et en tant que photographe, j'ai l'impression de servir malgré tout à quelque chose, c'est-à-dire ne serait-ce que d'être là et de vous montrer les images. C'est ça mon rôle à moi. Mais malgré tout, c'est vrai que ça ne laisse pas indifférent et qu'on prend aussi des claques, même en tant que photographe, parce je vis avec le personnel soignant, donc je reçois aussi les mêmes claques que le personnel. Donc voilà, qu'est-ce que ma réponse vous satisfait, je ne sais pas si c'était votre question.
C'est ma question, c'est votre réponse. C'est ma réponse, Jean-Pierre. Combien de quantité de photos prises pour arriver à cette éducation, si je veux dire? Très peu, vous seriez surpris. Non, non, c'est pour ça. Oui, très peu parce que quand vous travaillez, imaginez, vous travaillez dans un service de soins palliatifs en tant que photographe. Vous ne pouvez pas mitrailler. Moi, je ne mitraille pas. Il y a 80% de temps de vie avec les autres, de temps d'intégration, et il y a 20% de photographie. En plus, c'est pas évident de porter l'appareil photographique sur quelqu'un, contrairement à ce qu'on croit. Maintenant, tout le monde fait des photographies de tout le monde, mais c'est pas facile, surtout dans des sujets comme ça, de porter l'appareil. Il peut avoir un côté agressif, mais c'est surtout, des fois, je le ressens. Donc, voilà. Pour un livre que j'ai fait, le livre que j'ai fait sur les enfants, c'est un travail de 2 ans, j'ai peut-être dû faire 300 photos. Sur 2 ans, c'est rien. Il y a des fois, des semaines, je restais une semaine et je ne faisais pas une seule photo. Vous voyez, dans ce type de sujet qui est la photographie sociale, le documentaire social, vous vivez avec les gens, mais vous ne pouvez pas mitrailler les gens, c'est pas possible, sinon ils vous rejettent. Évidemment, c'était pas du numérique. Là, j'ai fait pendant des années de l'argentique. J'ai été obligé de me mettre au numérique parce que l'argentique était beaucoup trop cher. C'est pas du tout la même façon de travailler en argentique et en numérique, pas du tout. En argentique, on a 36 poses, donc on fait attention, on a tendance à choisir, à attendre le plus possible. En numérique, on devient paresseux. On se le numérique rend paresseux parce que on se dit toujours qu'on a la photographie d'après. Donc on a tendance à se dire, de toute façon, c'est clac, 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 je mets clac, 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 voilà. Donc, et moi j'essaie de travailler en numérique comme je travaille en argentique, c'est-à-dire en faisant peu de photographie. Donc les photos sont prises sur le vif et il n'y a pas de préparation à la photo ou de prise de vue ou... Non, il n'y a pas de préparation. Pour le travail dans les services de soins palliatifs, en général, pour rentrer dans les chambres, je rentrais toujours avec un membre du personnel. Et puis après, je sentais très vite la situation. Je savais tout de suite s'il fallait que je m'en aille ou que je reste. Mais voilà, je travaillais comme ça. Toujours d'une façon très jamais intrusive. Quand même, une fois que la photo, on va dire, vous décidez de faire une photo, les personnes ne prenaient pas la pose ou le quadrille. Non, j'ai fait quelques portraits. La photographie qui est illustrée, que vous avez vu, qui illustre l'affiche, c'est un portrait. C'est la famille qui m'a dit voilà, je voudrais que vous fassiez un portrait avec mon père. À ce moment-là, oui, c'est quelque chose qui est posé parce que vous êtes une demande et je fais la photographie de la famille. Mais quand on ne me le demande pas, c'est des photographies que je fais comme ça. Et pour les 3 reportages? Pour les 3, je travaille toujours comme ça. Non, d'accord. Pour les 3. C'est ma façon de travailler. Il n'y a pas de différence. J'ai connu Marie-Sylvie Richard, elle m'avait demandé de venir, mais le but n'était pas à chaque fois de faire ancien et nouveau. Il se trouve que là, j'ai pu suivre Jeanne Garnier, où je vais très régulièrement. Je refais des photos très régulièrement d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais je trouve ces photos tellement choquantes dans ce service de gériatrie. Ah, c'était, oui. Personnellement, j'aurais envie d'avoir le contrepoint. D'avoir, pardon? Le contrepoint. Le contrepoint. Est-ce que ça a pu évoluer? Peut-être la question. Ah oui, d'accord. Je comprends votre question. Oui, les douches ont été changées. Que ça a été évolué, il y a toujours. C'est le problème de l'hôpital public, hein, et notamment des services de gériatrie. Je ne suis pas certain, si vous allez même dans certains EHPAD que je connais, où j'ai été faire des reportages pour les petits frères des pauvres, très souvent on se retrouve dans la même situation, que le personnel, malgré tout, ne peut plus rester, ils le disent, ils peuvent plus rester, les infirmières, les aides-soignantes ne peuvent plus rester avec les malades parce qu'on leur demande beaucoup elles n'ont pas le temps de rester avec le malade. Donc je pense que c'est un problème récurrent à l'heure actuelle encore plus qu'avant. Hein. Vous avez donc l'impression que
le patient âgé est le premier à souffrir dans les différentes classes d'âge d'un manque d'humanité. Ben, je pense que, moi, encore une fois, je travaille beaucoup avec les petits frères des pauvres et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes âgées qui se retrouvent toutes seules, délaissées, sans personne, ça c'est clair. Et en plus de ça, les personnes âgées, ce sont des gens qui ne votent pas, qui n'intéressent, soyons clairs, qui n'intéressent pas grand monde. Et heureusement qu'il y a les associations. Parce que c'est un petit peu comme la grande précarité. Il n'y avait pas les associations, ça serait, je pense que ça serait beaucoup plus difficile. Hein. Et les personnes âgées, oui, sont très exposées à la solitude. La solitude, mais ça peut être du fait de la famille. Ah, ça peut être, oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être du fait de la famille qui ne vient pas les voir, ou qui vient les voir que pour certains événements. Et puis vous avez aussi des personnes âgées qui n'ont plus du tout de famille et qui se retrouvent complètement seules. Et est-ce que ça veut dire aussi que les personnes âgées se retrouvent plus dans la solitude par manque de présence de soignants comparativement à d'autres patients plus jeunes? Oui, je trouve que... Et d'ailleurs, je pense, mais là c'est sous contrôle de personnes âgées, je pense que il y a de moins en moins de jeunes infirmières ou aides-soignantes qui veulent travailler en gériatrie. Moi, c'est ce que j'ai entendu maintenant. Si vous lisez le rapport de oui, c'est ce que j'ai entendu. 2017, c'est le rapport Kigora. Malheureusement, les conclusions, c'est un travail qui a été fait sur les EHPAD, les conclusions sont assez consternantes. Hein. Oui. C'est-à-dire plus de recrutement d'aides-soignantes, il n'y a plus d'aides-soignantes qui veulent travailler dans l'EHPAD. Les accidents du travail sont plus nombreux que dans les travaux publics, dans le bâtiment, les travaux publics, qui est déjà quand même une zone d'activité professionnelle dans laquelle il y a beaucoup d'accidents du travail. Non, c'est tout à fait préoccupant. Hein. Mais ce que j'apprécie particulièrement dans ce travail, effectivement, c'est la mise en lumière de ces conditions. Personnellement, je sais que ça résonne terriblement parce que c'est la suite d'un reportage qu'on fait à la télévision sur les conditions en EHPAD que je me suis engagée dans ce bénévolat en disant qu'on ne pouvait pas laisser seules des personnes isolées, personnes âgées traitées comme de vulgaires plantes vertes en attente devant un poste de télévision allumé pour se donner bonne conscience en pensant que ça va les occuper 5 minutes et elles restent pendant des heures sans... D'ailleurs, excusez-moi, je vous interromps juste parce que j'étais très frappée par la photo que vous avez faite de la patiente qui est appuyée comme ça avec la plante verte à côté. Oui, c'est la déambulation. C'est-à-dire qu'ils font le tour et puis ils se posent là où il y a une chaise. Est-ce que c'est normal de montrer ça? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt le cacher? Voilà. Je parle de ça de l'éducation nationale parce que j'étais présidente de l'association d'étudiants du collège. J'étais, quand j'étais dans le Tarn, il y avait un lien intergénérationnel entre l'école primaire, le collège et la maison de retraite. Donc je suis habituée à voir les générations. Oui, mais ça c'est très bien. C'est pour ça que je trouve très intéressant de pouvoir regarder ces liens. Je ne sais pas si c'est facile, à Toulouse c'est une grande ville, mais je pense que c'est difficile. C'est pareil, vous savez, il m'est arrivé de travailler dans des villes aussi en province, hein, je pense que le problème. Sauf que pour la grande exclusion, par exemple, c'est beaucoup plus, j'allais dire, c'est beaucoup moins dur en province parce qu'il y a des réseaux qui se font beaucoup qu'à Paris, où alors là, par exemple, il y a une précarisation énorme. Par défaut. Et qui du coup sont pas toujours dans la plus grande humanité, j'ai envie de dire, avec les personnes hospitalisées à domicile ou qui restent à domicile dans le grand âge. Et je crois que là aussi, elles sont mal rémunérées. Ouais. Elles ne sont pas toujours aussi bien formées qu'il le faudrait. Il y a un turnover colossal. Oui, et ce sont des personnes dont elles s'occupent qui sont les plus en fragilité. Ouais. Il y a aussi là un gros problème, je crois, dont on pourrait s'occuper, qui reste encore un chantier. Ah, c'est un chantier important. Enfin, ou en tout cas au service social, à aller leur dire n'hésitez pas à faire remonter, si c'est dans le cadre de l'APA, aux personnes en charge des dossiers à l'APA, au service APA, ou bien caisse de retraite, que ça remonte de manière à ce que les pouvoirs publics puissent aussi, à un moment donné,
sanctionner s'il faut, ou pas en tout cas redresser là-bas, parce que justement les personnes, les familles, les personnes se sentent assez éloignées de tous ces interlocuteurs qui sont pourtant essentiels. Je suis dans l'interrogation, c'est-à-dire que j'ai bien compris votre démarche de dénoncer, de montrer. C'est pas de la dénonciation. J'entends dénoncer par l'idée effectivement d'apporter au regard de tous quelque chose qui existe dans un coin et que personne ne voit. C'est dans ce sens-là que je dis. Et donc je m'interroge par ailleurs sur la question de la manière dont l'intime est dévoilé. C'est-à-dire que je me demandais si ces situations qui sont, enfin en tout cas il y a certaines de vos images où c'est vraiment, on sent qu'il y a cette question d'intime qui est là, et je m'interroge sur la manière de montrer cette intime. C'est-à-dire que vous dites qu'on ne devrait pas montrer ça. On devrait, parce que là c'est... Non, c'est pas tout à fait ce que je dis, je parle de la manière dont on peut le montrer. C'est-à-dire que l'image, elle a cette... l'image à la fois elle est vraie et elle est fausse, puisque voilà, on ne peut pas dire que l'objectif soit objectif, hein, ça dépend effectivement de la manière dont le photographe va l'utiliser. Et donc il y a bien une position de parti pris, vous avez eu votre propre parti pris. Moi je m'interroge après sur la manière de montrer ce qui est justement de l'ordre de cette intime, c'est comment on peut le montrer et jusqu'où. Oui, mais encore une fois je vous répondrai que les travaux que je fais sont des travaux qui sont faits sur un très long terme et que je ne pense pas avoir, si on reprenait les photographies, avoir vraiment violé, avoir jamais violé l'intimité des gens que j'ai photographiés. Donc après on peut les montrer d'une autre façon. Un photographe qui passerait après moi montrerait certainement une autre vision des lieux dans lesquels je suis allé, mais je sais pas, même j'ai jamais eu l'impression d'être voyeuriste. Je dirais que être voyeuriste, c'est un petit peu, j'ai toujours être voyeur, c'est quand on se sent voyeur, c'est qu'on n'est pas assez intégré. Moi, au bout d'un moment, je pense savoir à quel moment je peux faire une photographie et à quel moment je dois me retirer et ne pas faire cette photographie. Je pense, mais ça peut très bien vous choquer et je le comprends tout à fait. C'est ma façon de voir les choses et encore une fois, si demain je vous donne un appareil photographique, vous allez peut-être montrer complètement différent, comme le font certains photographes, vous allez plus suggérer les choses que montrer les gens. Voilà, ça, après c'est une question de regard et de point de vue sur les choses. Hein. Parce que justement, c'est pas une façon, dans cette agressivité-là, d'être militant de la chose. En fait. Et oui. C'est inhérent au fait de publier, enfin, de sortir de la notion d'intimité. C'est qu'à ce moment-là, on s'engage à le montrer, même si c'est agressif. Parce que c'est pas forcé dans le message. Voilà, mais de sortir de l'espace. On revient à la question que je posais tout à l'heure. On peut se poser cette question, est-ce qu'on doit montrer ces photographies? Parce que le but, c'est ça, est-ce que ça va servir à quelque chose? Voilà, est-ce que, bon, voilà, moi je pense que la façon dont je l'ai montré, et comme je travaille avec des associations, avec des fondations, mais souvent avec des associations, si on prend le cas des Petits Frères des Pauvres, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont bénévoles aux Petits Frères des Pauvres, les photographies ont été beaucoup utilisées, j'allais dire beaucoup plus en interne. Vous avez pu les voir dans les rapports d'activité, voilà. Donc, je n'ai jamais eu de retour de personnes qui me disaient ça ne faut pas le montrer, ça, voilà. Donc j'ai l'impression malgré tout que la façon que je l'ai montré a servi à quelque chose. Mais je me répète encore une fois, on peut montrer tout à fait autrement sans, par exemple, montrer les corps. Mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer vraiment la réalité, qui était ma réalité, ce que je vivais en arrivant le matin et je repartais le soir. C'était ça, parce que encore une fois, c'est de la longueur, c'est de la vie avec les gens, vous voyez ce que je veux dire? C'est du terrain, c'est ce que j'ai vu.
Allez, je vous invite à continuer ce petit moment d'échange d'une manière plus informelle. Je vous remercie. Merci pour votre présence. Bravo.